Micro-Stockholm. Ne le défie pas, je t'en conjure! Tu veux rester pour le final ou tu préfères rentrer te faire soigner? Au lieu de parler, fais ton travail, tue-le! J'ai l'habitude de tuer les gens qui nous résistent. Et aujourd'hui, c'est un jeu d'enfant! Maintenant, on va voir qui va étriper l'autre. Ton père s'est battu avec un certain courage, je dois bien le reconnaître. Et toi, tu veux le venger? Alors, c'était lui. C'est Fai Lung. Je me mis à haïr tout le monde. Je détestais Tête d'Acier et je détestais Ding Hon. C'est inutile, il est bien trop fort. Si je dois mourir aujourd'hui, je mourrai en combattant! Salut tout le monde et bienvenue dans HCast, le podcast du ciné HK et asiatique. On espère que vous allez bien. Je suis Marvin Montes et de l'autre côté du micro, il enregistre en direct d'un département classé rouge. C'est Erwan Kirok. Salut, comment ça va? Salut, ça va et toi? Écoute, on se pose la question de comment ça se passe. Oui, ça va, je suis en pleine forme et prêt à m'attaquer à The Blade. Gros morceau, on peut dire sans trop spoiler, je pense, puisqu'on s'attaque, comme tu l'as dit, à un très très gros film de Choi-Ark qui est The Blade. Un de ces, je dirais, 3 films majeurs, enfin en tout cas à mes yeux. Ouais, facilement, ouais. On va commencer comme d'habitude par le sommaire, donc les rubriques vont suivre l'organisation habituelle, c'est The Blade, c'est quoi? On parlera du contexte, on donnera notre avis, ensuite on analysera l'impact de The Blade et on terminera par les petites recos habituelles. Bah écoute, moi je suis prêt, allons-y. Je suis assez surpris par l'endroit. Il est plutôt coquet. Un véritable guerrier ne viendrait pas se planquer ici. Je suis le patron ici. Mes ouvriers ne sont pas concernés. Laisse-les partir. D'accord, mais à une seule condition. Tu vas te couper le bras droit. Et la première question, The Blade, c'est quoi? Et c'est pas si simple que ça de répondre à cette question, on va peut-être commencer par le pitcher. Bah je vais me lancer, je vais tenter de résumer ça. Ouais, tente-le. Basiquement, The Blade, c'est l'histoire de Ding Hon, qui est un employé en fait d'une entreprise de fabrication de sabres, d'épées, et qui en fait se retrouve malgré lui embrigadé dans une histoire... Non, pas embrigadé, je devrais pas dire ça. C'est super dur à pitcher, bienvenue chez Choi-Ark. Mais ouais, parce que ça part un peu dans tous les sens, et tu suis pas qu'un seul personnage. Donc Ding Hon, il a un passé assez sombre que lui-même ne connaît pas. Il va se rendre compte que son père a été assassiné quand il était jeune par un mystérieux assassin, et il décide de partir en quête de vengeance. Basiquement, c'est ça. C'est le point de départ. Il y a un tas d'arcs narratifs un peu étranges, ça commence sur un espèce de petit triangle amoureux, un peu malsain, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Voilà, il faut savoir que c'est un remake, en gros, d'un film de Chang-Che. Un seul bras les tue à tous. C'est un film qui revisite la légende du sabre à manchot, puisque on vous a pitché basiquement le point de départ, mais évidemment, l'événement majeur, c'est que le fameux Ding Hon va perdre un bras et devoir justement réadapter sa façon de se battre, avec un seul bras, quoi, tout simplement. Dégage! Je n'ai pas de temps à perdre. Et puis qu'est-ce que tu ferais d'un sabre avec ton bras en moins? C'est quelque chose qui est récurrent dans la carrière de Choi-Ark, revisiter une figure un petit peu mythique, voire mythologique de la Chine, quoi. Et puis la réadapter justement par rapport à ses propres obsessions et au contexte actuel, comme le faisait Il était une fois en Chine, qui avait relancé la seconde vague des films de kung-fu en fait. Exactement, donc c'est un film qui est sorti en 1995, c'est assez important puisque c'est quasiment son dernier film avant de partir aux US, disons que c'est sa dernière œuvre majeure. Il y a eu une autre petite comédie romantique qui s'appelait Tristar, mais qui est un film relativement mineur chez Choi-Ark, quoi. On peut le définir, je pense, comme ce qu'on appelle un wuxia-pian, donc un film de sabre chinois. Le nom donné à tous ces films de sabre qui ont été à la base popularisés, en tout cas par rapport au public européen, par les films de Chang-Che, donc qui étaient un peu spécialisés dans ce type de film, et que à travers The Blade, Choi-Ark se réapproprie à sa manière, mais on en parlera un peu plus loin dans l'émission. Tu veux jouer à ce petit jeu, d'accord? Alors lèche-moi. Jetons-nous donc dans le contexte. Alors, comme on disait dans l'intro, c'est quasiment son dernier film avant qu'il parte faire des chefs-d'œuvre genre Double Team et Knock Off à Hollywood. Donc c'est un film qui est un petit peu comme le Hard Boiled de John Woo, même s'il partage pas du tout les mêmes questionnements. Mais c'est vrai que c'est l'aboutissement des obsessions et de toute la personnalité en fait de Choi-Ark, et il s'est vraiment jeté à bras-le-corps dedans en essayant un peu de, comme il le fait à chaque fois d'une certaine manière, de révolutionner un genre. Et c'est vrai que là, il a une approche vraiment très très particulière qui est également liée au contexte et dont je dirais pas le désastre, mais dont le flop, tu peux dire. Voilà, il a fait un véritable flop. Et ça, justement, c'est typiquement lié au contexte. Parce que les gens à cette époque-là, les Hongkongais, avaient peur de la rétrocession. On n'était plus qu'à 2 ans de la rétrocession. Et donc, ils n'étaient pas prêts à se faire pousser, à se faire bouger par un film anti-establishment qui respectait pas les règles et qui voulait bouleverser les codes. Ils voulaient du comfort food, ils voulaient quelque chose de rassurant, qu'ils connaissaient. Et donc, c'était vraiment pas le bon moment pour sortir, en fait. Alors que c'était un film, en termes de choix de mise en scène, en termes de scénario, en termes de montage, qui était vraiment révolutionnaire quand il est sorti. D'accord. Puisque vous avez juré, nous dites rien.
Mais je veux savoir si mon père était vraiment un homme d'honneur. Méritait-il de mourir ? En fait, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que on est dans les années 90, on est en plein boom, justement, du thriller hongkongais, du polar urbain, voire de l'heroic bloodshed, en fait. Et Choi Ark, lui, il te sort un film de sabre, quoi. C'est encore à contre-courant, même si c'est un film de sabre résolument moderne et extrêmement ambitieux, ça reste quand même un film qui reprend les bases du Wuxiapan. C'était pas forcément la tendance de l'époque, quoi. Les gens qui connaissent un peu le cinéma HK savent que s'il y en a un qui respecte pas les règles, c'est bien Choi Ark. Bah disons qu'il a plus volonté à dicter les règles qu'à se voir imposer des choses. Et The Blade en est l'illustration justement majeure, puisqu'il est quand même là pour faire un film complètement à contre-courant, comme souvent dans sa carrière de toute façon. Juste un petit point que je voulais soulever, on disait que c'était sa dernière œuvre majeure avant de partir à Hollywood, c'est qu'il faut savoir que Choi Ark, au moment de la sortie de The Blade, bon bah évidemment, hein, c'est déjà plus un inconnu, c'est un très grand réalisateur là-bas, c'est même un des précurseurs de la nouvelle vague HK, ouais. Également un des producteurs les plus influents, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur la carrière de ses collègues, quoi. Ce qui peut parfois lui poser problème, c'est sa surproductivité. Comme tu disais, c'est un grand producteur et donc il est affairé à produire plein d'autres films en même temps. Donc effectivement, c'est un mec constamment en train de faire des choses et qui ne peut pas se concentrer sur une seule chose à la fois, mais des fois ça équivaut aussi à des désastres. On en a vu plein dans sa filmographie, il a autant de désastres que de chefs-d'œuvre. C'est assez équilibré, effectivement. C'est assez équilibré. Donc on peut dire là-dessus qu'il est assez régulier. Même si c'est pas quelqu'un qui prend en général ses projets par-dessus la jambe, hein. Son investissement peut-être excessif d'ailleurs dans certains tournages a laissé des traces sur pas mal de monde quand même. Ouais, et d'autant plus pour The Blade où le tournage a été extrêmement compliqué, et puis c'est un réalisateur qui a une très forte personnalité, donc il y a des tas de choses à dire sur lui. Ouais. Pour un manchot, j'ai pas besoin de toi, et pour la fabrique, je m'en chargerai plus tard. Attention à toi! Ou tu acceptes ma proposition, ou bien entre nous, c'est la guerre! Passons au plat de résistance, passons au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on pense de The Blade ? Alors là, attention, pas le droit à l'erreur. Non. Le monde nous écoute. Je sais que je suis face à un très grand fan de Choi Ark. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais Choi Ark doit probablement être dans mon top 3 all-time, malgré ce que je lui reconnais, hein. C'est-à-dire, je reconnais ses œuvres mineures, mais bon, ça fait partie de l'homme, hein. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un réalisateur qui a une personnalité tellement excessive que ça se retrouve, en fait, dans ses films. Donc, t'es obligé de prendre le bon comme le mauvais, en fait, quand tu t'intéresses à Choi Ark. C'est-à-dire que même dans le mauvais, tu reconnais toujours la patte Choi Ark et son envie de communiquer, en fait, son plaisir de faire du cinéma. Et donc, pour moi, The Blade, c'est un incontournable, en fait, du cinéma HK, véritablement. Quand on s'intéresse à Choi Ark, qu'on connaît pas, on commence par les films qui vont être les plus faciles et les plus populaires. Ça va être Il était une fois en Chine, par exemple. Et c'est vrai que moi, en fait, la première fois que j'ai vu The Blade, j'ai pas su quoi en penser. C'était tellement différent de ce que lui avait fait avant. Et il le dit, je voulais faire un cinéma vérité. Et donc, il a une approche de documentariste, ce qui explique la manière dont c'est filmé, en fait. Il s'est inspiré de Truffaut, de la nouvelle vague originale, on va dire, pour faire ce film. C'est le fameux mélange d'influences, puisque évidemment il s'inspire du Wuxiapian pour la base en gros de l'intrigue et un petit peu de l'univers. Il s'inspire aussi, comme tu as dit, de la nouvelle vague française, et il cite quand même des choses comme par exemple le cinéma japonais. Enfin, je pense qu'on a peut-être compris la citation explicite à Baby Cart, par exemple, dans une scène de flashback avec un enfant sur le dos d'un adulte pendant le combat. Ouais, d'ailleurs, petit aparté, l'enfant il prend cher. Hein. Heureusement qu'il n'y avait pas de système de protection des enfants présent sur le tournage, parce que je le voyais brinque-baller dans la scène. Et je me dis, mais c'est un vrai enfant qui est vraiment sur son dos, quoi. Je vais te tuer! En tout cas, c'est des images assez évocatrices. Alors moi, je suis aussi un grand fan de Baby Cart et peut-être qu'un jour on pourra l'évoquer plus longuement. J'ai vu cette référence et c'est pas la seule. Hein. Choi Ark cite Les 7 samouraïs, un des films favoris de beaucoup de réalisateurs de la nouvelle vague HK. Après, de beaucoup de réalisateurs dans le monde, tu vas me dire aussi. Oui, je pense aussi, ouais. Et aussi, il cite La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Alors, ce qui peut être étonnant, mais ils ont vraiment utilisé la musique du film de Scorsese en tant que musique temporaire lors du montage, pour te dire à quel point il y a eu une influence en termes de style. Mais c'est toujours intéressant d'ailleurs d'écouter Choi Ark en interview, parce que ses influences sont pas forcément celles qui te sautent aux yeux quand tu regardes ses films. Justement, on parle de Truffaut, de Scorsese, et c'est vrai qu'il cite énormément de réalisateurs qui n'ont absolument rien à voir avec son univers, quoi. Le mec est hyper complexe. T'es mort. Comme très souvent chez Choi Ark, tout ce qui est narratif, tout ce qui est background est accessoire. Peut-être moins dans Il était une fois en Chine, mais sinon, c'est souvent une excuse, voilà, pour laisser toute la place à la mise en scène. On a déjà évoqué Time and Tide, ça sera un petit peu le pinacle de cette idée-là. En fait, ce qui est troublant, c'est voir The Blade après Il était une fois en Chine. Parce que The Blade, c'est quasi l'anti Il était une fois en Chine, en fait. T'as l'impression qu'il cherche à faire le contraire de ce qu'il a fait avant. Et je pense que c'est un réalisateur qui a besoin de se surprendre lui-même pour rester excité par rapport à ce qu'il fait, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un mec, ça se voit, il peut avoir une idée, vouloir faire le contraire derrière,
manière. Je pense que c'est quelqu'un qui, s'il reste sur un concept trop longtemps, il était une fois en Chine, il en a quand même fait 3, très soigné au niveau de la mise en scène, mais il a besoin de se changer les idées derrière. Et là, il te sort une œuvre guerrière qui est The Blade, où il décide de défier toutes les conventions, de dire à un acteur, voilà, on peut te filmer de là à là, tu bouges comme tu veux, les dialogues, tu dis ce que tu veux, et moi j'essaye de te capter comme si j'étais un reporter de guerre d'une certaine manière. Et ça, clairement, c'est quelque chose qu'il a fait sur le tournage. Il a dit à son caméraman, tu suis les acteurs, si tu vois un truc sympa du coin de l'œil, tu le filmes. Et Choi-Ark a filmé lui-même certaines séquences. Pour te dire que, ouais, il voulait vraiment arriver avec une mise en scène toute fraîche, quelque chose de très inventif en fait. Si on reparle d'Il était une fois en Chine, c'était des combats pas très brutaux finalement, et des combats câblés surtout. Alors que quand on arrive dans The Blade, eh ben c'est plus ça du tout, c'est-à-dire qu'on va filmer les scènes d'action déjà en vitesse réelle, donc on va demander aux acteurs de se battre de manière assez rapide quand on voit le film. On va plus avoir de câbles, d'ailleurs on va plus vraiment de dimension verticale dans les combats, tout est cloué au sol. Choi-Ark a demandé explicitement pour ce film de ne pas avoir de câbles. Comme tu disais, il veut avoir un réalisme total, et l'instruction qu'il a donnée à l'acteur Hung Yan-Yan, qui était le chorégraphe déjà des combats de Il était une fois en Chine. Et il était la doublure de Jet Li sur la quasi-totalité de ses films jusque-là. Et donc Hung Yan-Yan, qui joue le méchant et qui était plus ou moins le chorégraphe des combats aussi, Choi-Ark lui a dit, il n'y aura pas de câble, je veux pas que ce soit beau, stylisé, pense pas kung-fu, pense, ce mec m'attaque, comment je réponds pour survivre. Tu es plutôt adroit. Mais ce qu'il te manque, tu vois, c'est l'expérience. Et pour un manchot, c'est gênant. Ah ouais. Et toi, ce qu'il te manque, c'est la vivacité de la jeunesse. Tu citais le fait que la narration se fait par la mise en scène, c'est complètement vrai. Par exemple, quand Choi-Ark parle des cendres du temps qu'on avait cité dans l'épisode sur The Grandmaster de Wong Kar-wai, il dit Wong Kar-wai raconte son histoire à travers les personnages, pas par l'action. Et il sous-entend que lui, c'est par l'action justement qu'il raconte une histoire. C'est pour ça que finalement les personnages sont pas si développés que ça en fait. Les personnages se développent dans l'action, dans The Blade. D'ailleurs, les deux acteurs principaux sont des artistes martiaux, puisqu'on a déjà dit que Hung Yan-Yan était le chorégraphe et la doublure de Jet Li. Et on a aussi dans le rôle principal, donc c'est Chu Man-chuk. Alors lui, il est crédité sous des tas de noms différents. Alors moi, je l'ai trouvé sous Vincent Zhao. Il y a aussi Vincent Chiu. Donc on fait un petit peu ce qu'on veut. En tout cas, il faut savoir, il a pas la carrière la plus flamboyante qui existe, clairement. The Blade, c'est son rôle majeur, mais bon, il a été Wong Fei-hung dans Il était une fois en Chine 4 et 5 avant The Blade. Mais en tout cas, lui par contre, c'est un vrai artiste martial, puisqu'il disait en interview que depuis sa plus tendre enfance, il s'entraîne aux arts martiaux de manière assez intensive, et que The Blade a été l'expérience la plus terrible et la plus exténuante de sa vie, quoi. Alors moi, j'ai justement un petit commentaire à faire sur Vincent Zhao, donc, c'est que je peux pas m'empêcher de trouver qu'il a un peu une tête de bonnet, en fait. Disons qu'il fait très innocent, très naïf. Oui, je m'attendrais à ce que ce type de personnage, en tout cas dans son évolution, au début qui paraisse naïf, ça me pose pas de problème, mais c'est qu'après, il y a une sorte de transformation. Quand tu le vois à la fin, tu t'attends à voir un mec badass, tu vois, un mec, ok, là, ça va chier, quoi. Et tu le vois, il arrive toujours avec son petit air bonnet, quoi. C'est incroyable. Et t'as l'impression que sa tête n'est pas faite pour son corps. Choi-Ark disait que ils avaient eu beaucoup de difficultés sur le tournage à le faire s'investir. À ce moment-là, il faisait la une des tabloïds parce qu'il entretenait une liaison avec une grande actrice asiatique dont je me souviens plus le nom. Tous les jours, il était sur son téléphone, et Choi-Ark, au bout d'un moment, a laissé tomber. Et il le dit explicitement dans le making-of, il dit, à un moment, j'ai arrêté d'essayer. Il fait, bon, je me concentre sur ma mise en scène. Et lui-même reconnaît à demi-mot que, il joue pas très bien dans le film. Ouais, après, c'est manifestement un artiste martial plus que correct. Puisque, on le voit dans les scènes d'action qui sont quand même tournées à vitesse réelle et sans doublure, il tient quand même largement la route. D'autant plus que il joue un manchot dans le film, c'est-à-dire que quand il se bat, il a pas l'équilibre que tu as quand tu as deux bras. C'est pas un spoiler, c'est la légende du sabre en manchot quand même, qui sera, autant le dire, jamais quasiment mis en danger de tout le reste du film. Ouais, non, il s'en sort plutôt bien. Et effectivement, lui ne pouvait pas se reposer là-dessus, ce qui explique que les combats pour lui étaient d'autant plus exténuants, bon, avec les chaleurs, et je crois qu'il tournait en août, qui étaient absolument écrasantes, il y a plein de cascadeurs qui sont tombés dans les vapes. Il faut d'autant plus être un grand artiste martial pour supporter ces conditions, et en même temps, pouvoir jouer des scènes de combat avec un bras manquant. Donc rien que pour ça, je dis bravo. Mais effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui manque gravement de charisme, en fait. Le problème aussi vient peut-être de l'opposition, puisque en face, le personnage de Fei Long, il écrase tout, quoi. Vraiment, il est hyper impressionnant, déjà physiquement. Le combat final, d'ailleurs, est assez dantesque. Et puis, il y a cette légende autour de lui, tout le monde veut savoir, mais est-ce que tu voles vraiment? Il paraît même qu'il peut voler. Il a beaucoup de pouvoir. C'est plutôt rigolo de penser à ça, puisque d'un autre côté, on ne sait pas vraiment si le film se déroule dans un univers pseudo-réaliste ou un petit peu plus heroic fantasy, puisqu'on n'a pas vraiment d'indication sur le contexte, l'époque
À part, on peut peut-être supputer que c'est vaguement médiéval, hein, voire féodal, mais on sait pas vraiment si c'est un univers réel ou pas. Parce que le personnage de Fei Lung flirte quand même avec le fantastique dans sa manière de se battre, dans sa manière de bouger, et puis par la réputation qu'il précède. C'est ça qui est choquant aussi, c'est que dans les scènes qui se passent au présent, on a ce côté cinéma-vérité, donc voilà, caméra en longue focale, qui vont suivre l'action parfois avec beaucoup de difficultés, des personnages qui sortent du cadre, qui re-rentrent. La caméra qui bouge, le montage complètement hystérique. Et à côté de ça, le flashback de la mort du père, qui est complètement surréaliste, avec des tons rouges, bleus, sous la pluie, extrêmement théâtral, extrêmement dramatique, autant à travers la lumière que à travers une chorégraphie qui, de chaque plan, volontairement, n'était pas raccord, en fait. C'est vraiment ce mélange de surréalisme et de cinéma vérité, ce qui en fait vraiment un film assez déstabilisant. Il y a aussi quelque chose dans The Blade, c'est que c'est un film hyper nihiliste, il y a aucune place pour l'héroïsme dans cet univers, quoi. Même tu prends les personnages principaux, tu les mets dans un autre contexte, ça pourrait être les méchants du film. C'est pour ça que le personnage de Ding Hon, je disais qu'il n'était pas forcément noble, puisque au final, malgré tout ce qui se passe, c'est quand même quelqu'un qui est uniquement motivé par un désir de vengeance, quoi. Quitte à mettre en danger son entourage, il en a absolument rien à foutre, quoi. Ouais, alors qu'en plus, il a jamais connu son père. C'est le principe, j'avais un père qui s'est fait assassiner, je dois le venger. Et effectivement, tu dis, bon, c'est peut-être un peu léger pour se lancer dans une... On a plus l'impression qu'il venge son bras perdu que son père, par moment. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est ça qui est étonnant aussi, c'est que c'est la légende du sabre manchot, mais son bras, il le perd pas tout de suite. Il met quand même une demi-heure, 3/4 d'heure avant de le perdre. Il y a un bon moment où il a déjà envie de se venger, il est déjà en colère avant de perdre son bras. Mais c'est vraiment un film où il n'y a pas de place pour l'héroïsme. D'ailleurs, t'as une scène avec un moine Shaolin au début du film qui doit protéger un groupe de villageois de bandits. Et il est présenté comme un personnage hyper fort, un personnage hyper juste, en fait. Tu t'attends presque à ce que ce soit ton héros, le héros du film, en fait. En tout cas, un personnage référentiel, et puis il est tué dans une ruelle, vraiment de manière hyper dégueulasse, quelques secondes après, quoi. Ça, c'est un message fort, justement. Comme tu disais, voilà, c'est de dire, il n'y a pas de place pour l'héroïsme. Clairement pas. On a un personnage qui vraiment est Wong Fei-hung, d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Même si Wong Fei-hung n'était pas un moine, on a ce mec super fort, qui est droit. Le crâne chauve, qui est gentil avec les enfants, qui protège vraiment la veuve et l'orphelin, et qui va rosser les bandits qui emmerdent le monde. Et donc vraiment, c'est ton personnage positif. Tu dis, voilà, super. Sauf que dans l'univers de The Blade, il n'y a pas de place pour ces gens-là. Le message de Choyark, dire, ce film ne va pas être le combat du bien contre le mal, en fait. Ça va être très nuancé. Et effectivement, il se fait très violemment assassiné dans une ruelle, il se reçoit une pierre sur la gueule, un piège à loup sur la tronche. Il y a des pièges à loup partout dans ce film, d'ailleurs. C'est avec un piège à loup qui perd son bras. Ouais, les méchants sont très fans des pièges à loup, et ça c'est dès la première scène où on voit les bandits. Il faut le dire d'ailleurs, parce que le personnage de Ding Hon est pas forcément hyper humble dans ses intentions. Par contre, c'est quasi un martyr parce qu'il en prend plein la gueule, quoi. La scène de la perte de son bras, elle est hyper violente, quoi. C'est terrible. En plus, t'es complètement perdu avec lui dans cet environnement, avec les bambous, tout est en train de se casser la gueule. Et puis il se fait traîner partout, il y a une caméra sur lui qui le suit en permanence. Tu vois pas sa main se faire couper, tu vois un des bandits tirer le piège à loup, et là tu vois la main, le bras coupé dans le piège à loup, qui tire, et lui poursuit le piège à loup pour essayer de récupérer son bras. T'es devant une scène, tu fais, oh putain, ça va quand même ultra loin, quoi. Il va chercher. Non. C'est un film symboliquement, je trouve, hyper fort pour lui. Et l'analogie la plus simple, mais la plus importante, c'est le fameux manuel d'arts martiaux à demi calciné que Ding Hon trouve pour adapter sa manière de combattre une fois qu'il a perdu son bras, en fait. Regarde, Ding Hon, regarde, je viens de trouver ça. Un livre qu'on m'a donné quand j'étais petite. Faut que tu me dises ce que c'est. J'ai pas appris à lire. Peut-être que ce livre parle de mes parents, hein. Allez, toi, tu sais bien lire. Regarde, il y a des dessins. Tu crois que c'est mon père, là? C'est un manuel d'escrime. T'es sûr? Oui. Mais ça parle de quoi? C'est sur la technique du sabre. C'est ça, The Blade. Cette moitié du manuel d'arts martiaux, c'est la base, c'est le Wuxapian, c'est le film historique, et le reste est à réécrire, et c'est comme ça qu'on s'adapte, quoi. Et c'est complètement Choyark dans ce film-là. Effectivement, il se réapproprie les mythes. Il dit, là je reprends voilà la base de ce que vous avez créé, et les pages manquantes, c'est moi qui vais les écrire. C'est très bien illustré par ce livre qui va lui permettre de retrouver l'équilibre dans le combat. Et la question d'équilibre est très importante dans la culture chinoise, parce que la force chez eux vient de la stabilité, et donc le fait que la stabilité soit trouvée justement en trouvant l'équilibre entre une certaine manière le passé et le présent, c'est très symbolique. Et d'ailleurs, on peut aller plus loin, puisque cette manière de combattre, ce qui va lui permettre d'affronter enfin les bandits et d'être même quelque part plus fort qu'eux, et ben c'est de combattre hyper près du sol. C'est plus du tout vertical, c'est encore une fois l'anti-il était une fois en Chine, quoi. C'est vraiment hyper marquant et vraiment l'inverse de ce qu'on a pu voir jusqu'ici dans ce genre-là, quoi. Ouais, et puis c'est pas juste l'horizontalité, c'est de se dire on va aller dans la crasse en fait, dans la boue, dans la terre,
pour se battre, pour gagner. Et c'est une philosophie, encore une fois, qui est complètement différente et ça montre les multiples facettes que peut arborer le cinéma de Choi-Ark. Pour terminer, moi tout ce que j'aurais rajouté sur ce film, et on en a déjà parlé, c'est que après le début du film, on perd beaucoup d'arcs narratifs en route. Par exemple, si on veut revenir 5 minutes sur le petit triangle amoureux hyper malsain qui ouvre le film. Moi, ce personnage de la jeune femme qui... J'ai absolument pas compris. Ah, j'ai pas compris et je déteste ce personnage. Non, je pense qu'il est détestable, clairement. Enfin, pour vous résumer, c'est donc la jeune femme qui est la fille en fait du patron de la fabrique de sabres. Donc pour s'amuser en fait, elle met en opposition donc le personnage principal qu'elle charme et un de ses collègues en fait. Qui est plutôt quasiment un ami, je crois, qui s'appelle Tête d'Acier. Tête d'Acier, ça me renvoie à Tête de Fer de Shaolin Soccer. Pour ça, justement. Et donc en fait, elle les met un peu en opposition en jouant de ses charmes. Pour s'amuser quelque part, quoi. Et derrière, effectivement, ça disparaît complètement. Enfin, elle a un plan pour les faire se battre, ça mène à rien. Non, puis finalement, on remplace ça par un autre enjeu peut-être un peu plus important, mais on sait plus trop quoi faire du personnage de Tête d'Acier. Donc voilà, ils sont tous là un peu entre les lignes du récit. Il y a une prostituée là qui est jouée par Valérie Cho qui fait quelques petits trucs, tu vois, et puis finalement elle repart aussi. Donc j'ai été marqué par la sexualité ambiante de ces scènes et qui se termine par une scène de viol littérale. Ouais, d'ailleurs qui sort, on ne sait pas trop d'où. Il faut même... Et qui n'a pas de conséquences, qui n'a aucune conséquence. Absolument pas. Ça va dans le sens du récit. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on arrive là, les hommes sont des porcs, ils sont prêts à tout, ils sont sales, ils sont dépravés. C'est effectivement quelque chose qu'on trouve dans le reste du film, par contre. Je ne suis pas du style à m'attacher. Je connais les hommes. Je dis ça, mais depuis qu'il est parti, il me manque. On va passer à la suite, comme d'habitude, et on va attaquer un petit peu l'impact du film. On le disait au début, on est en plein boom de l'heroic bloodshed, on parle beaucoup de la criminalité, de la rétrocession. C'est pas du tout le discours de Choi-Ark dans ce film-là. Donc déjà, je pense que le public était pas vraiment prêt, ni à subir cet univers-là, ni à subir cette mise en scène, ni à subir tous les choix, peut-être beaucoup trop ambitieux pour l'époque, quoi. Mais alors, c'est quand même un film qui a quelques récompenses... en tout cas qui a été nommé pour les meilleures chorégraphies et pour les meilleurs costumes et maquillages au Hong Kong Film Award donc de 96, ce qui me semble plus que mérité, on va pas se mentir. Les costumes... c'est William Chang. William Chang, tout à fait, merci, qui est le collaborateur de Wong Kar-wai, et donc qui fait le lien entre Les Cendres du Temps et The Blade. C'est un mec qui a un œil absolument incroyable. La direction artistique de The Blade est fabuleuse. Cet univers est hyper crédible. Et hyper crédible, et en même temps, t'as des décors qui seraient presque saugrenus, en fait. Ça renforce ce côté surréaliste dont tu parlais. On a, cette sorte de repère des truands composé uniquement de bambou. Quand tu y réfléchis 2 secondes, tu dis c'est quoi l'intérêt de ce truc? Et finalement, dans le contexte du film, ça marche complètement. Alors, ce qui est rigolo, justement, quand on parle de l'impact, et surtout que ça aura sur Choi-Ark, c'est que, il était pas si satisfait que ça par la tournure qu'ont pris les événements. Alors, c'est assez drôle et c'est assez bizarre quand on voit le film, mais il estimait en fait qu'il avait été bridé et qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que pour lui, il a été embêté par le fait que les équipes de tournage, les acteurs aient été exténués. Apparemment, tout le monde est sorti du tournage, enfin quasi mort, quoi. Et ça lui aurait pas permis d'aller au bout de son parti pris. Et c'est pour ça qu'il considère, lui, que l'aboutissement vraiment total de sa volonté nihiliste et chaotique, c'est Time and Tide, et pas The Blade. Ça me fait rigoler quand tu parles de tournage difficile et qu'il aurait pu aller plus loin, parce que plus loin, c'était la mort. C'est-à-dire que son chorégraphe, il s'est pris tellement de coups dans la tronche pendant qu'il tournait ses scènes, que il s'est évanoui plusieurs fois. Il y a eu des typhons, de la foudre, et quand il y avait ces éléments-là qui se déchaînaient, Choi-Ark poussait ses équipes à tourner. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la boue, les pieds dans l'eau, avec des câbles électriques, la foudre au-dessus d'eux, la pluie, et ils disaient action. C'est le Apocalypse Now de Choi-Ark, quoi. Et après, c'était le réal qui change d'avis constamment, l'improvisation forcée sur les acteurs qui n'en sont pas vraiment, donc c'est compliqué, les évanouissements, à cause des coups, à cause de la chaleur, c'est très très difficile, quoi. Mais derrière ça, le mec s'en sort en disant, bon, j'ai été bridé, j'irai plus loin la prochaine fois. Après, il faut le préciser, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un vrai film culte avec le temps, hein, The Blade. Ouais. Il y a très vite eu du culte autour, et aujourd'hui, c'est un film qui est adoré en général, c'est un des premiers films qu'on cite quand on parle de Choi-Ark. Bon écoute, on va passer à la séquence finale alors, c'est-à-dire qu'on va créer des liens et on va faire nos petites recos du jour. Moi j'avais noté un truc, c'était juste parce que je voulais parler d'un film de sabre et qui soit peut-être un petit peu différent, mais qui quelque part avait quelques liens, c'est que le Zatoichi de Kitano. Alors ok, le ton n'est pas le même, il y a beaucoup plus de burlesque, il y a beaucoup plus de Kitano, par contre dans la chorégraphie des combats on a quand même quelque chose d'assez primaire qui me fait un petit peu penser à The Blade. L'aspect primaire en fait des combats de Zatoichi s'explique aussi par le fait que le personnage principal est un infirme, comme le sabre manchot justement. C'est un lien un petit peu bizarre, voilà, il y a du combat d'infirme dans les deux quoi.
On est très fan de combat d'infirmes. Mais dans les œuvres, effectivement, on va dire parentes, tu parlais du côté radical, je pourrais peut-être citer Full Contact de Ringo Lam, par exemple. Mais même Piège à Hong Kong, hein, parce que la radicalité, de toute façon, elle émaille complètement sa filmographie. Et même encore aujourd'hui, quand il fait des films qui sont détective D, qui sont pour le coup des grands succès et des véritables blockbusters chinois, il parvient quand même à mettre de la subversion à travers des œuvres absolument immenses, quoi. Ce qui est intéressant avec Scheer, c'est que c'est un mec qui redémarre des genres, mais qui aussi est capable de les terminer. Il bouleverse tellement les codes que derrière, il y a besoin de digérer ça et de pouvoir se relever. On va revenir aux bases. Après, c'est devenu l'apanage de Ang Lee, de Zhang Yimou. Ce sont des trucs qui sont beaucoup plus grand public. On a eu Tigre et Dragon, on a eu Hero, des choses comme ça, quoi. Et si vraiment vous voulez être complétiste par rapport au Wu Japan, de toute façon, il faut au moins vous faire un ou deux Chang-Che, par exemple La Rage du Tigre. Ok, bah je pense que ce sera tout pour ce 4e épisode. On espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Il me semble qu'on avait évoqué quelque chose pour la suite. Tout à fait. On avait prévu de faire notre première petite incartade hors de HK, puisque on a décidé d'aller voir du côté de la Corée, alors du Sud, hein, bien sûr. La Corée du Nord, c'est pour plus tard. On a décidé d'aller voir en Corée du Sud, il me semble, avec un petit film. Je dis petit film, mais non, hein, de Nang Jin. Un bijou qui mélange finalement plusieurs genres horrifiques et plusieurs grandes figures horrifiques, sorti en France sous le titre The Strangers et dans les pays anglo-saxons sous le titre The Wailing. Si vous voulez pas être spoilé et écouter tranquillement notre prochain épisode donc qui s'y consacrera, fournissez-vous le film et regardez-le, vous ne perdrez pas votre temps et vous aurez plein de choses à dire après le film, vous pourrez débattre avec vos amis parce que il y a plein de questions à se poser et de réponses intéressantes à trouver. Donc l'épisode 5 sera sur The Strangers. D'ici là, portez-vous bien, continuez à regarder des films HK. Et puis bah Erwan, on peut se dire à plus tard. Ouais, à bientôt. Vous avez écouté Hcast, un podcast de Marvin Montes et Erwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.